Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 5 novembre 2025 et notre ami, notre frère Leth Marouf est de retour parmi nous. Bon retour Leth. Merci de m'avoir invité, Nima. Ravi d'être à nouveau avec vous. Leth, commençons par ce tremblement de terre qui se produit à New York et par Zohran Mamdani qui devient maire de New York. Tu sais, il incarne tout ce que beaucoup d'Américains, qu'ils soient de droite ou même de gauche, ne veulent pas. C'est un socialiste musulman, et c'est une ligne rouge pour beaucoup de gens. On parle de Mamdani, un immigrant arrivé aux États-Unis, et qui est maintenant le maire de, disons sans doute la ville la plus importante du pays, ou au moins la deuxième. Quelle est ton opinion sur ce qui s'est passé, et à quel point est-ce important? Eh bien, je vais probablement adopter une position controversée à ce sujet. Je sais que beaucoup de gens sont enthousiastes, évidemment, avec tout le génocide et le contrôle sioniste évident de la majeure partie de la scène politique dans les domaines impérialistes. Cela donne l'impression d'une affirmation de la nationalité pro-palestinienne. Cela montre que s'il y a un politicien qui adopte ne serait-ce qu'une position symbolique sur la Palestine, il a une possibilité de remporter des élections. Cela dit, j'aimerais tempérer un peu l'enthousiasme général, surtout celui des personnes qui n'ont pas été impliquées dans la politique électorale en Occident. J'ai participé à la politique électorale en Occident et j'ai contribué à faire élire des personnes qui semblaient soutenir la libération palestinienne au Canada, au niveau municipal, provincial et fédéral, il y a environ 15 ou 20 ans. J'ai vu comment les choses ont changé une fois que ces personnes sont arrivées au pouvoir. Comment elles ont abandonné les positions plus radicales qu'elles défendaient avant d'atteindre les centres de décision. Donc, vous savez, c'est vraiment important que les gens comprennent cela. Je sais que pour nous, en tant que musulmans, toi et moi, Nima, c'est quelque chose de nouveau. Nous n'avons jamais vu une grande ville des États-Unis dirigée par un maire musulman, et c'est probablement une bouffée d'air frais. Mais nous avions aussi le maire de Londres, un musulman d'origine sud-asiatique comme Mamdani. Et nous avons vu son abandon de la Palestine, alors qu'il a privilégié le maintien de son pouvoir plutôt que de représenter réellement non seulement les musulmans du Grand Londres, mais aussi les espoirs de l'ensemble des Londoniens, qui souffraient des politiques conservatrices du gouvernement fédéral du Royaume-Uni. Et nous avons une histoire de nos frères et sœurs, issus de ce que nous appelons les communautés noires aux États-Unis, qui ont emprunté cette voie de la politique électorale, espérant que d'une manière ou d'une autre, les droits des Afro-Américains s'en trouveraient améliorés. Et vous savez, cela fait, eh bien, ça fait environ 40 ans que Malcolm X et Martin Luther King ont été assassinés, et des centaines de politiciens afro-américains ont été élus au niveau municipal, provincial ou d'État et fédéral. Et il n'y a même pas eu le moindre changement, même avec l'élection d'un président noir aux États-Unis. Donc vous savez, nous, en tant que Palestiniens, Arabes, musulmans de la diaspora, devons regarder en arrière sur cette histoire, afin de ne pas tomber dans notre propre sentiment de supériorité, en pensant que nous, en tant que diaspora musulmane, pouvons accomplir ce que nos frères et sœurs noirs n'ont pas pu, ou ce que nos frères et sœurs autochtones n'ont pas pu au cours des 60 dernières années. Je n'aime donc pas l'exceptionnalisme qui pourrait découler de cela. Les gens qui se diraient « Waouh, le mouvement pro-palestinien a fait quelque chose de spécial ». Ce n'est pas le cas. Si l'on regarde Mamdani lui-même au cours de cette campagne, non seulement il a abandonné bon nombre des positions qu'il défendait lorsqu'il était avec le mouvement dans la rue,
Mais même tout au long de sa campagne, on pouvait le voir se déplacer de plus en plus vers le centre. Et il reste quelqu'un qui reconnaît le droit de l'État suprémaciste juif à exister. Ce sont donc toutes sortes de signaux d'alarme qui devraient éveiller la conscience des gens et nous empêcher de tomber dans cet exceptionnalisme, tu vois? Il n'y a rien, honnêtement, en tant que Palestinien, avec tout mon amour pour mon peuple et toute la compréhension de notre souffrance, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de spécial à être palestinien ou que notre vie soit d'une manière ou d'une autre meilleure que celle de quelqu'un d'autre, ou que nous soyons plus intelligents dans notre mouvement ou quoi que ce soit de ce genre. Je rejette cette idée. Je vois la lutte palestinienne comme faisant partie d'une lutte humaine plus vaste qui dure depuis des siècles. C'est ça, le sens de la vie, non? Voilà, donc le genre de réflexion plus large que j'ai. Et aussi, et c'est probablement un autre sujet déprimant pour ceux qui m'écoutent maintenant, on voit comment l'épouse de Mamdani a mené campagne pendant 15 ans en faveur des escadrons de la mort wahhabites en Syrie, en tant que citoyenne syrienne, contre le gouvernement syrien, contre l'axe de la résistance. Et depuis la chute du gouvernement Assad, avec la prise de contrôle de la Syrie par les escadrons de la mort wahhabites, les viols de masse et les massacres de minorités, et le fait qu'il n'y ait aucune démocratie en Syrie, la même démocratie que ces prétendues personnes comme l'épouse de Mamdani disaient défendre. Ils n'en parlent même pas. Ils ne parlent même pas des morts massives qui se produisent en Syrie. Tout cela, pour moi, est un signal d'alarme. D'accord. Ne nous laissons pas emporter par le battage médiatique ambiant. Regardons les choses avec lucidité, avec une pensée stratégique et de la concentration. Appuyons-nous sur l'histoire de nos luttes dans la politique électorale en Occident, sur les combats d'autres communautés comme la nôtre qui ont dû traverser ce processus, placer leurs espoirs dans quelque chose pour ensuite être déçus. Et en réalité, ce que nous voyons, par exemple, dans la communauté noire aux États-Unis, c'est que la grande majorité de la classe politique de cette communauté est devenue essentielle à la répression et à l'oppression des Noirs dans ce pays. Et je crains que les Mamdani de notre époque ne jouent un rôle crucial dans la répression de la libération arabe et musulmane, y compris au sein même des États-Unis. Je pense que nous ressentons d'une certaine manière la même chose que lorsque Obama a été élu. Tu te souviens de cette époque? Le premier président noir des États-Unis, dont le père était musulman, et beaucoup pensaient que cela pourrait apporter de grands changements à la politique étrangère, à la politique intérieure. Cela ne s'est pas produit. Pire encore, il a attaqué de nombreux pays, 7 pays, pendant sa présidence. Il a même reçu le prix Nobel de la paix pour cela. Tu sais, c'est là le danger avec Mamdani. Quand tu vois le fils de George Soros à ses côtés, le soutenant, ce sont des signes. Comme tu l'as mentionné, je ne sais pas s'il est conscient de ce qui est arrivé à Barack Obama et à son mouvement. Parce que comme Obama, Mamdani sait parler, sait créer un lien, sait communiquer avec la société. Et il me semble que tout dépendra de ses politiques à New York. C'est cela qui déterminera la suite. Mais les signes, comme tu l'as dit, sont quelque peu inquiétants autour de lui. Oui, oui. Et si nous nous en souvenons, ce président noir a attaqué la Libye, le pays le plus riche et le plus socialement progressiste de toute l'Afrique, et a engendré des marchés d'esclaves noirs en Libye. Muammar Kadhafi a été violé à la télévision avec une baïonnette sous la direction d'Obama. Et vous savez, c'est une autre chose dont nous devons nous souvenir. En réalité, l'arrivée d'Obama a retardé le progrès social aux États-Unis, car elle a embrouillé les gens avec du symbolisme au lieu d'action.
Cela a permis aux États-Unis de faire ce qu'ils ont fait sous le visage noir d'Obama. Et aussi, vous savez, de mon point de vue, dans ma façon de penser, je préférerais en réalité que Trump soit le dirigeant. J'aurais préféré que Cuomo gagne. Vous savez pourquoi? Parce qu'en ce moment, réfléchissez-y de cette façon. Peut-être que Mamdani rendra la vie des New-Yorkais meilleure. Il leur offrira des logements sociaux, une nourriture moins chère, de meilleurs transports, de meilleures opportunités d'éducation, et ainsi de suite, ce qui, en somme, déradicalisera la grande majorité des New-Yorkais. Je veux personnellement que la vie des gens en Occident devienne plus difficile. Je ne veux pas que quelqu'un offre aux citoyens américains, britanniques, français ou italiens de meilleures conditions de vie qui leur permettent d'aller dans un bar ou un restaurant et d'oublier la Palestine. Je veux que la vie des citoyens occidentaux devienne de plus en plus dure, au point qu'ils se radicalisent, au point de prendre les armes contre les régimes oppressifs sous lesquels ils vivent. Des régimes qui tuent également des Palestiniens, des Arabes, des musulmans, des Africains et des Latino-Américains à travers le monde. Ainsi, bien souvent, la victoire des libéraux aux élections, comme Mamdani, est une malédiction pour les possibilités de radicalisation du mouvement. J'adore le fait que Trump utilise des fourgons banalisés avec des types masqués qui courent dans les rues pour enlever des gens. J'aime ça parce que cela montre en réalité aux citoyens américains qu'ils pourraient eux aussi être enlevés dans un fourgon sans marque et disparaître. Quelque chose qui pourrait les radicaliser. Si Obama était aux commandes, il ferait la même chose que Trump fait en ce moment. Mais il aurait le fourgon marqué et l'agent de l'ICE non masqué. Et alors les gens diraient « Oh, c'est plus légal, vous voyez », et ils seraient plus tolérants envers cela. Nous avons besoin en Occident de choses qui radicalisent cette population complice. Le silence de cette population, son absence d'action radicale, est en réalité le cœur du problème. C'est la raison pour laquelle la guerre en Palestine, le génocide en Palestine, se poursuivent. Si les gens prenaient des mesures radicales, vous savez, les Palestiniens, les Libanais, l'axe de la résistance, ils ont tout fait. Ils ont résisté pendant 2 ans aux ordres de l'Occident. C'est une situation sans précédent. Nous avons tout fait et nous les avons tenus à distance. Nous n'avons pas été vaincus. Ils n'ont pas pu gagner contre Gaza, ils n'ont pas pu gagner contre le Liban, ils n'ont pas pu gagner contre le Yémen, ni contre l'Iran. Mais les peuples d'Occident n'en ont pas profité. Ils n'ont pas entrepris d'actions radicales qui auraient pu retourner la répression de l'Empire contre lui-même, afin qu'ils puissent enfin lever leurs pieds de nos coups, de nos champs de mort, de nos pays. Ainsi, le radicalisme, à ce stade dans les domaines impérialistes occidentaux, est essentiel à la libération de la Palestine, plus que jamais auparavant. L'élection de Mamdani pourrait atténuer ce radicalisme. Et c'est pourquoi je ne pense pas que cela aidera réellement. Les gens se souviendront de cette interview et des mots que je prononce maintenant lorsque la déception s'installera dans les prochains mois, quand Mamdani ne fera rien pour mettre fin au soutien financier provenant de Wall Street pour le génocide. Donc, vous savez, je pense que tout le monde regardera cette interview et verra que c'est la réalité. Oui, je pense que cela reste à voir. Et comme nous l'avons vu avec Obama, et vous savez, pas seulement Obama, nous avons Ilhan Omar, nous avons AOC, ces personnes ne sont tout simplement pas un bon signe à observer. Et cela pourrait arriver. À mon avis, cela pourrait arriver. L'autre point en ce moment, c'est le Liban, et le cas du Liban. Cela concerne tout le monde dans la région, y compris les États-Unis. Tom Brock en parlait. L'ambassadeur américain en Turquie et envoyé spécial en Syrie, que le gouvernement libanais devrait ou doit désarmer le Hezbollah, à moins qu'Israël ne le fasse. Et ils poursuivent la même sorte de politique.
Penses-tu qu'avec le temps, nous apprendrons que le gouvernement libanais a décidé d'envoyer l'armée dans le sud du pays pour affronter les Israéliens? Comment vois-tu la situation au Liban? Oui, donc ces dernières semaines ont, je pense, frustré la population américaine, le gouvernement et les sionistes qui les soutiennent. Thomas Barak, bien sûr, a déclaré il y a quelques mois qu'il n'y aurait jamais de paix, non seulement en Palestine, mais dans toute la région, qu'il n'y aurait qu'un camp soumis et un camp dominant. Et selon lui, et selon l'Empire, les suprémacistes juifs devront nous dominer tous en tant qu'Arabes et musulmans. Nous devons nous incliner devant eux et nous continuerons à être rabaissés chaque fois que nous relèverons la tête. Voilà l'avenir qu'ils veulent pour nous. Or, ce qui s'est passé au Liban ces dernières semaines a frustré Barak, Trump et toute leur clique, parce que l'armée libanaise a refusé d'être utilisée, comme l'a dit Barak, pour tuer son propre peuple. Barak a déclaré qu'ils devraient tuer leur propre peuple. Et le président du Liban a également refusé d'être celui qui ordonnerait à l'armée de tuer son propre peuple. Dans les dernières déclarations de Barak, il y a quelques jours, il a affirmé qu'il n'existait pas de Liban, pas de gouvernement libanais, pas d'armée libanaise, que l'armée libanaise ne pouvait pas combattre le Hezbollah. Il a dit que le soldat libanais gagnait un salaire de $200 par mois, ce qui est vrai, tandis qu'un combattant du Hezbollah gagne $2000 par mois. Et cela aussi est vrai. Ils ont donc essentiellement reconnu les limites du pouvoir américain au Liban. Le gouvernement américain n'est pas disposé à payer le soldat libanais $2000, car il craint que s'il le paye $2000 pour combattre le Hezbollah, celui-ci n'utilise en réalité cet argent pour acheter des armes afin de soutenir le Hezbollah. Ainsi, l'Occident veut utiliser l'armée libanaise pour éliminer le Hezbollah, mais il n'est pas prêt à l'armer, ni à la financer suffisamment, en raison du risque qu'elle se retourne et utilise ses armes et cet argent pour combattre Israël. Donc, à présent, avec ces déclarations de Barak et cet aveu de l'échec de leur projet, que ce soit de trouver une milice locale pour déclencher une guerre civile ou d'utiliser l'armée pour en commencer une au Liban, il est clair qu'ils devront revenir à une guerre directe contre le Liban dans son ensemble, ce qui inclut bien sûr le Hezbollah en tant que force libanaise. Et nous avons entendu les déclarations du secrétaire à la guerre des États-Unis, ce cinglé, je ne me souviens même plus de son nom. Hegseth, exactement, Hegseth, qui aurait pris le téléphone pour appeler le ministre irakien de la Défense et menacer le Hezbollah irakien si la résistance en Irak se joignait à une guerre à venir. Et maintenant, nous savons que la guerre à venir vise le Liban. Nous le savons désormais. Les Américains s'inquiétaient du Hezbollah irakien et des unités de mobilisation populaire, de la manière dont ils réagiront une fois la guerre commencée et de ce qu'il adviendra des bases américaines en Irak. Je pense donc que nous nous dirigeons vers une guerre totale qui en réalité n'a jamais vraiment cessé. Elle a simplement varié en intensité au cours des 9 derniers mois. Mais à présent, il y a peut-être 80% de chances que la guerre totale reprenne. Le problème pour l'Amérique dans cette situation, et c'est pourquoi nous ne devrions pas craindre cette guerre totale à venir, c'est que les États-Unis sont occupés à essayer, soi-disant, de déclencher une guerre avec le Venezuela. Les États-Unis sont occupés à menacer le Nigeria, n'est-ce pas? Ainsi, les États-Unis se trouvent en réalité dans une position plus faible aujourd'hui. L'ensemble de l'armée américaine elle-même est aujourd'hui dans une position plus faible qu'en 2023 ou 2024 pour s'engager dans une guerre à grande échelle en Asie occidentale. Et nous espérons, j'espère personnellement, que les Américains seront assez stupides pour déclencher une guerre au Venezuela à ce stade.
J'espère qu'ils seront assez stupides pour déclencher une guerre au Nigeria. Je crois que les révolutionnaires du Venezuela, en particulier, sont prêts à affronter les États-Unis comme l'ont fait les révolutionnaires du Yémen, et qu'ils peuvent infliger un coup énorme à toute tentative d'occuper le Venezuela ou de mener un changement de régime. Ainsi, même si la situation est un peu effrayante pour les civils du Liban, la guerre à venir sera certainement différente. Les États-Unis, tout l'empire sioniste occidental, sont dans une position bien plus faible, et je crois que nous verrons une performance encore meilleure de l'axe de la résistance si le conflit éclate. Laith, nous avons eu un reportage sur la chaîne israélienne 15 affirmant que le Hezbollah retrouve rapidement la force qu'il avait perdue après l'assassinat. Comment voyez-vous la situation du Hezbollah aujourd'hui par rapport à ce qu'elle était juste après cet assassinat, qui a été un énorme choc pour le groupe? Oui, la perte de Sayed Hassan Nasrallah, de Sayed Hashim Safiuddin et d'une grande partie de la direction militaire du Hezbollah a été un coup énorme, spirituellement et psychologiquement, non seulement pour le Hezbollah ou le Liban, mais pour l'ensemble de l'axe de la résistance et pour tous les peuples épris de liberté sur cette planète. Cela dit, parfois, vous savez, nous disons en islam, ne déteste pas quelque chose qui pourrait être bon pour toi. Parfois, une perte ou une malédiction peut mener à quelque chose de meilleur. Et je sais que nous ne pourrons jamais avoir mieux que Sayed Hassan Nasrallah en particulier. Mais souvenez-vous, le Hezbollah était à l'origine une milice clandestine, qui a vaincu Israël en 2000 et en 2006. Mais avec la guerre en Syrie, le Hezbollah a dû se réorganiser et devenir une semi-armée, avec des chars et des formations militaires où les noms et les visages de ses dirigeants militaires ont été exposés sur les lignes de front en Syrie, à la fois par les agences de renseignement sur le terrain et par l'ennemi qui les voyait en face. Ainsi, lorsque la guerre contre le Liban a commencé, après 15 ans de guerre en Syrie, il était alors facile de repérer ces dirigeants, de connaître leurs noms, et ainsi de suite. Et ils ont été assassinés. Aujourd'hui, le Hezbollah s'est réorganisé pour redevenir une milice de résistance clandestine, où Israël n'a aucune idée de qui sont les commandants, ni à quoi ressemblent les structures. Quelles sont les capacités? Parce que les principaux commandants du Hezbollah, ceux qu'Israël et tout l'Empire ont affrontés et dont ils ont tiré des leçons, avec toutes leurs idées innovantes sur le champ de bataille depuis 20 ou 30 ans, sont morts. Désormais, il y a une direction militaire sans nom, et personne ne sait quelles idées novatrices elle pourrait avoir. Quelle est la situation entre leurs mains? Comment vont-ils résister? Quel est le plan défensif? Où se trouve la ligne de défense? D'où viendra l'attaque? Quel équipement vont-ils utiliser? Quelle sera la formation? C'est précisément pour cette raison que depuis le soi-disant cessez-le-feu au Liban, nous n'avons pas entendu une seule déclaration de la direction du Hezbollah à propos de quoi que ce soit. Comment ils se sont réarmés ou non? Quelles armes ont survécu à la guerre ou non? Ce qu'ils font maintenant. Il n'y a eu aucune déclaration du Hezbollah concernant la possibilité d'une nouvelle guerre, à une exception près. Ils affirment qu'ils défendront le Liban et veilleront à ce qu'il ne soit pas occupé. Ce sont les seuls propos que nous avons entendus de la direction du Hezbollah au cours des 9 derniers mois. Il existe donc désormais une ambiguïté stratégique que la direction manie parfaitement. Et à mon avis, sans en dire trop, je pense que les armes stratégiques du Hezbollah ont survécu à la guerre. D'après des déclarations dans les médias israéliens, ils se sont réarmés et réorganisés, un processus qui devait prendre 20 ans,
mais qui a déjà été accompli en 1 an, ou plutôt en 9 mois depuis le cessez-le-feu. Nous verrons donc si et quand cette guerre reprendra de toute sa force. Inch'Allah. Nous serons tous surpris par les actions et les réalités que le Hezbollah apportera à ce conflit. Si tu te souviens, avant la chute d'Assad en Syrie, ils sont allés dans le sud du Liban. Ils combattaient le Hezbollah, puis ils sont parvenus à un cessez-le-feu. Après cela, nous avons eu la chute d'Assad et les attaques contre Gaza. Penses-tu que lorsque Donald Trump est arrivé avec un soi-disant plan de cessez-le-feu, qui n'en est pas vraiment un, puisqu'ils attaquent et tuent des civils à Gaza, le plan pourrait être de maintenir le cessez-le-feu à Gaza tout en commençant à combattre le Hezbollah? Oui, tout à fait. Cela fait partie du plan, essayer d'attaquer l'un des autres éléments de l'axe de la résistance. Tu sais, mais tu veux dire l'Iran, ou le Yémen, ou l'Irak, d'accord. Donc si tu regardes cela, les possibilités, qu'est-ce qu'il reste dans les plans ou les armes stratégiques possibles que tout l'Occident a utilisées au cours des 2 dernières années? Il ne reste rien, sauf les armes nucléaires, n'est-ce pas? Donc je pense que les États-Unis, en tant qu'empire, cherchent désespérément une victoire. Ils ont subi défaite après défaite. Oui, à un coût humain énorme pour les membres de l'axe de la résistance. Mais d'un point de vue militaire, l'Empire n'a remporté aucune guerre depuis le 7 octobre. Et donc, bien sûr, tu te souviens que j'ai dit qu'une mauvaise chose pouvait devenir une bonne chose. Même la guerre, l'effondrement du gouvernement syrien, mon cœur est brisé pour mon peuple. Ils sont violés et pillés chaque jour et tout le monde s'en fiche. Ceux qui parlaient de démocratie et de droits de l'homme n'en ont plus rien à faire. Mais même la chute du gouvernement Assad pourrait être une bénédiction. Pourquoi? Parce que l'Occident a un peu mordu plus qu'il ne pouvait mâcher. Toute la propagande sur l'axe de la résistance, ou sur le terrorisme et blablabla. Eh bien, maintenant, Al-Julani est amené à Washington, D.C. L'incarnation des escadrons de la mort et du terrorisme est ouvertement dans le lit de la Maison-Blanche. Ainsi, l'Empire a en réalité sacrifié toute la propagande qu'il avait accumulée au sujet des escadrons de la mort wahhabites, qu'il utilisait comme prétexte pour attaquer les pays qu'il n'aime pas, même au Nigeria. Il parle des droits des chrétiens au Nigeria, alors que Boko Haram, c'est Al-Qaïda, c'est l'État islamique, c'est un concept de la CIA. Et le peuple nigérian lui-même, qui a souffert sous Boko Haram, a désormais vu la réalité de ce qui s'est passé en Syrie. Donc tu vois parfois, une énorme perte peut être une énorme victoire. Il faut simplement réfléchir clairement à ces choses. Et la Syrie, en ce moment, est un terrain ouvert à la possibilité que la résistance surgisse de nulle part, n'est-ce pas? Il y a d'immenses pans de la population, non seulement les minorités, les chiites, les chrétiens, les alaouites, les druzes, mais aussi la grande majorité de la classe moyenne sunnite, qui est soufi. D'accord? Leurs imams se font tabasser par ces types du HTS, et ils perdent toutes leurs terres et leur argent. D'ailleurs, hier, avant-hier, et depuis quelques mois, c'est la saison de la récolte des olives. Ces voyous du HTS, comme les colons en Cisjordanie, frappent des Syriens dans leurs propres champs d'oliviers pour leur voler leurs olives et leur huile d'olive, qu'ils exportent ensuite vers la Turquie pour se faire de l'argent. Donc on a aujourd'hui des conditions où l'on ne sait vraiment pas ce qui se passe derrière ce que montrent les médias. Je suis sûr qu'il existe déjà des formations de résistance à Soweida, à Deraa, sur la côte, à Deir ez-Zor et à l'intérieur des villes. Les choses se passent pour l'instant sous la surface.
Et au moment où il y aura une guerre, disons au Liban, où les Israéliens utiliseraient le territoire syrien pour envahir le Liban, parce qu'ils ne peuvent pas l'envahir par le sud, nous sommes sûrs à 100% que les Israéliens ne peuvent pas entrer au Liban par le sud. Ils devraient donc passer par le territoire syrien. C'est à ce moment-là que nous pourrions voir le déclenchement d'une révolution armée à l'intérieur de la Syrie, dans ce moment de chaos. J'ai donc beaucoup d'espoir pour ce qui viendra ensuite de la Syrie. En regardant la visite d'Al-Jolani en Russie, il demandait de l'aide pour contrôler la partie sud qui avait été capturée par les Israéliens. Pourquoi, selon vous, n'ont-ils pas demandé à la Turquie de le faire? Pourquoi ont-ils besoin de la Russie, à votre avis? Why do they need Russia to do that, in your opinion? À mon avis, c'est très clair, car les véritables escadrons de la mort wahhabite qui se trouvaient dans le sud de la Syrie, à Daraa, dans la région de Quneitra, pendant la guerre en Syrie, c'est la Russie qui a créé ces comités de réconciliation dans le sud et qui a fini par former à partir de ces escadrons de la mort wahhabite la 4e brigade ou la 4e armée de l'armée syrienne. Ainsi, la Russie contrôle réellement les milices du sud de la Syrie, qui collaborent actuellement avec Israël et permettent à l'armée israélienne d'entrer à Daraa et de se rapprocher de plus en plus de Damas. Je veux le dire clairement maintenant, car je sais comment certains spectateurs vont réagir, surtout ceux qui sont très pro-russes dans leur position. Il semble que tout le monde ait le droit d'être patriote, un nationaliste russe. Mais un arabe n'a pas le droit d'être un nationaliste arabe, un patriote arabe. Apparemment, chaque fois que je parle de la Syrie, je dois d'une manière ou d'une autre ménager les sentiments de ceux qui sont des patriotes russes. Je ne suis pas russe. Je suis un patriote nationaliste syrien. Je suis un patriote nationaliste arabe et un patriote nationaliste musulman, et je suis fier de mon peuple. J'en ai le droit. Ce n'est pas une mauvaise chose d'être un nationaliste syrien ou arabe. Pourquoi est-il permis d'être un nationaliste russe, mais pas moi? Sinon, à cause du racisme. La vérité, c'est que la Russie possède le sud de la Syrie. Et la raison pour laquelle Al-Jolani est allé en Russie, c'est parce que la chute de Damas, pour ceux qui ne comprennent pas ou ne savent pas ce qui s'est passé là-bas, est survenue après, et j'en ai déjà parlé, qu'alors que le HTS atteignait les portes de Damas par le nord, l'armée russe leur a ordonné de s'arrêter. Et ils ont fait en sorte que la 4e armée, dans le sud de la Syrie, à Daraa et à Quneitra, soit celle qui entre à Damas. Ils ont passé toute la nuit à tuer tous les généraux et commandants de l'armée syrienne à l'intérieur de Damas, qui étaient patriotes, qui échappaient au contrôle des Russes. Ils ont fait brûler par cette 4e armée toutes les archives du renseignement et de l'armée qui contenaient les détails de la relation entre la Russie et la Syrie au cours des 80 dernières années, avant l'aube, moment où la 4e armée s'est retirée et où le HTS a été autorisé à prendre le contrôle de Damas. Et jusqu'à présent, Al-Jolani n'a aucun contrôle sur le sud de la Syrie. C'est la Russie directement. Ainsi, toutes les actions d'Israël dans le sud de la Syrie sont en réalité coordonnées avec la Russie. Donc, si Al-Jolani veut avoir davantage d'influence dans le sud, il n'a aucun moyen d'y parvenir autrement qu'en collaborant lui-même avec les Russes. Par conséquent, d'une certaine manière, la Russie est aujourd'hui le faiseur de roi en Syrie. Israël, Al-Jolani, les Américains et les Turcs ont tous besoin d'elle. Car si la Russie décide de ne plus coopérer avec les autres, elle peut faire basculer Damas très facilement. Même lorsque le HTS et Al-Jolani contrôlaient Damas, la Russie imposait une limite au nombre de combattants du HTS autorisés à se trouver dans le périmètre de la capitale. Ainsi, si la Russie décide de réutiliser la 4e armée, ce sera facile.
Et Al-Jolani ne dispose pas vraiment d'une force militaire capable de défendre Damas, que ce soit contre les décisions russes ou contre les Israéliens s'il décidait de changer de camp. If Israel attacks Lebanon, attacks Hezbollah from the north, Si Israël attaque le Liban, attaque le Hezbollah depuis le nord ou le sud, if they come tu as mentionné que depuis le sud, cela ne devrait probablement pas se produire. Mais si cela arrive, ce sera depuis le nord. and Yemen, Comment vois-tu la réaction de l'Iran et du Yémen? Parce que le Yémen a déclaré que d'une manière ou d'une autre, il continuerait à agir jusqu'à ce qu'il y ait une sorte de cessez-le-feu entre Israël et Gaza, ou la Palestine. Mais quelle est la stratégie principale du Yémen précisément? What is the Vont-ils entrer dans le combat entre Israël et le Hezbollah? Ou vont-ils attendre, puisque le Hezbollah n'a pas besoin d'eux pour rejoindre le conflit et peut le gérer seul? To enter into the conflict, they can handle that. Vous savez, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais j'imagine. Voilà ce que j'imagine. Et encore une fois, je ne suis pas quelqu'un qui se trouve dans ces salles militaires. Mais je pense que, puisque Saïd Abdul Malik Houthi est désormais devenu l'héritier de Saïd Hassan Nasrallah, dans son éloquence et dans sa capacité à galvaniser l'axe de la résistance, et puisque le Yémen est en réalité le plus résistant au sein de cet axe, face à l'effondrement sous le poids de la force militaire impériale occidentale, je pense que le Yémen sera impliqué sur un front de soutien comme il l'a fait avec Gaza pour défendre le Liban. Et c'est pourquoi, au cours des dernières semaines, nous avons vu des mouvements des forces militaires émiraties et saoudiennes, ainsi que des escadrons de la mort qu'elles contrôlent dans le sud du Yémen, mais aussi le long de la frontière avec le Yémen au nord, à l'intérieur de ce qui est aujourd'hui le royaume des Saouds. Le Yémen s'y prépare, car dans l'esprit des sionistes et de l'empire qui les soutient, la seule façon de s'assurer que le Yémen ne s'implique pas dans une guerre au sujet du Liban est de le maintenir occupé à se défendre contre une invasion terrestre. La puissance aérienne et navale de l'Occident n'a pas réussi à atteindre ses objectifs au Yémen. En même temps, je pense que le Yémen est prêt pour toute bataille terrestre contre les forces militaires contrôlées par les Saoudiens et les Émiratis sur le terrain. Saudi Emirati controlled military forces on the ground because we've seen an almost 20-year Parce que nous avons assisté à une guerre de près de 20 ans contre Ansarullah dans le nord du Yémen, même lorsque le gouvernement yéménite était sous le contrôle du royaume saoudien avec Ali Abdullah Saleh. Vous savez, 5 guerres différentes contre Ansarullah que les forces militaires combinées des pays du Golfe et d'Ali Abdullah Saleh n'ont pas pu remporter. Ainsi, même si l'Occident peut imaginer que le déclenchement d'une nouvelle bataille terrestre contre Ansarullah pourrait les distraire, je pense que le Yémen serait ravi de réduire en miettes certaines de ses escouades de la mort et armées saoudiennes et émiraties. En fait, si les Saoudiens et les Émiratis s'impliquent à nouveau dans une bataille terrestre contre Ansarullah, je vais vous dire une chose, le Soudan connaîtra des jours meilleurs. Ces milices qui commettent un génocide au Soudan, les Saoudiens et les Émiratis devront les retirer pour tenter de combattre au Yémen. Donc encore une fois, parfois les choses peuvent tourner mieux qu'on ne l'imagine, même si elles semblent mauvaises pour nous au départ. Faith, avant de conclure cette session, vous avez mentionné le cas du Soudan. Nous savons que l'opposition, ces personnes qui tuent des civils au Soudan, comme vous l'avez dit, c'est un génocide. On peut voir les images qui viennent du Soudan. C'est incroyable ce qui s'y passe. Les Émirats arabes unis sont derrière le type de soutien apporté à ces groupes, cette armée ou une sorte d'armée. Pensez-vous que tout cela vient des Émirats arabes unis? Ou y a-t-il d'autres États arabes de la région qui les soutiennent? Et qu'essaient-ils d'accomplir par là?
Eh bien, écoutez, il y a deux choses que nous devons comprendre ici. Tous les vassaux de l'Occident dans la région collaborent pour réaffirmer la haine racialisée et sectaire. Moi, en tant qu'Arabe, je ne pense pas qu'il existe une race arabe. Nous sommes une culture, une langue. Nous sommes noirs, bruns et blancs. Nous sommes blonds, aux cheveux noirs, bouclés, raides. Nous sommes une culture. Ce que ces vassaux du Golfe veulent faire, c'est créer la division. Le peuple arabe, soudanais, qui aime le fait d'être arabe, a toujours été parmi les peuples arabes les plus révolutionnaires du monde. Et maintenant, on entend dire que des Arabes tuent des Noirs au Soudan, mais eux aussi sont arabes. Et cela fait partie de la propagande. Tenter de créer une scission entre les Africains subsahariens et les Nord-Africains, qui sont des peuples arabes. L'âge d'or de la libération africaine n'a eu lieu que grâce à la solidarité entre les Arabes d'Afrique du Nord et les Africains subsahariens, Bantous, Zoulous et autres. Pensez à l'époque où Gamal Abdel Nasser soutenait Lumumba. Et ceux qui nous écoutent doivent comprendre que lorsque Lumumba a été tué au Congo, où sa femme et ses enfants sont-ils allés se cacher pour ne pas être massacrés? Gamal Abdel Nasser les a cachés. Les fils et filles de Lumumba ont grandi avec les enfants de Gamal Abdel Nasser dans la même maison. Lumumba grew with the children of Jamal Abdel Nasser in the same house. And Lumumba's wife is still in Cairo. Et l'épouse de Lumumba est toujours au Caire. Comprenons bien que cette saleté collaborationniste dans les Émirats, en Arabie Saoudite, au Qatar, ne représente pas les magnifiques et glorieux peuples arabes dans toute leur diversité. Souvenons-nous que la libération des peuples d'Afrique subsaharienne est aussi cruciale pour la libération des peuples arabes que la libération de la Palestine l'est pour celle des peuples subsahariens. Nous devons donc rejeter cette racialisation que les réalités coloniales nous imposent. Le racisme noir n'existe pas. Il y a des peuples extraordinaires et magnifiques à travers de multiples cultures en Afrique subsaharienne. Seules les réalités coloniales des États-Unis ont fabriqué cette idée de noirceur ou de blancheur. Il n'existe pas non plus de personnes blanches, seulement des gens qui se considèrent comme tels, et je veux que ceux qui écoutent le comprennent. Je ne pense pas qu'il existe quelque chose comme des personnes blanches. Il y a des peuples germaniques, anglo-saxons, latins. La réalité coloniale cherche à fabriquer des identités qui nous séparent. Et je sais que ma libération en tant que personne arabe est liée à la libération des peuples africains dans leur ensemble, qu'ils soient d'Afrique du Nord ou subsaharienne. Je sais qu'en tant que personne musulmane, ma libération dépend de celle de tous les peuples opprimés de cette planète. La sécurité du Venezuela est la sécurité de l'Iran, la sécurité du Nigeria est la sécurité du Liban. Et c'est ainsi qu'en tant que révolutionnaires, nous devons rejeter tous les paramètres que ces impérialistes nous imposent dans la discussion. Nous devons revigorer l'internationalisme, l'humanisme, l'anti-impérialisme, pour lesquels la génération des années 1960 et 1970 s'est battue. Reprenons cela. Revigorons-le, notre vision de la pensée libératrice. Tout comme notre ennemi a un plan impérialiste pour nous tous, ayons un plan anti-impérialiste pour nous tous, capable de rivaliser à l'échelle mondiale avec l'Empire. Merci beaucoup, Laith, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours, mon frère. Ravi d'être avec toi, Nima. Et je sais que beaucoup de téléspectateurs de toutes ces formidables émissions auxquelles je participe se demandaient où nous étions passés ces 10 derniers jours. Nous avons tourné en Grèce de nombreux documentaires sur l'histoire des luttes révolutionnaires et libérationnistes, conjointes en Grèce et en Palestine. Nous espérons que le contenu sera disponible dans les prochains jours et que les gens comprendront à nouveau cette relation. Il existe une manière pour nous de nous allier, même avec nos frères et sœurs au sein du cœur impérialiste, en Grèce, en Italie, en France, en Espagne et aux États-Unis eux-mêmes.
Blancs, noirs, métis, nous pouvons tous nous unir et combattre sur un même front. Les gens peuvent se rendre sur notre site web freepalestine.video pour faire un don afin que nous puissions poursuivre ce travail et suivre la publication du contenu. Et encore une fois, merci beaucoup de m'avoir accueilli, Nima. Again, thank you very much for having me here, Nima. Great. Toujours un grand plaisir, Laith. Merci beaucoup. Thank you so much. Bye-bye. Au revoir. Good Bonne luck. chance, Laith. Merci. Toi.